Je me demande quel véhicule je pourrais faire pour la prochaine revue. Ah bah tiens, j'ai une idée toute trouvée. Et puisque vous êtes là, vous la saurez après ce générique. Le véhicule que j'ai choisi de vous passer en revue aujourd'hui est une compacte qui succède à la fameuse 306 et qui date des années 2000. Je parle bien sûr de la Peugeot 307. Au début des années 2000, Peugeot doit revoir sa copie sur le segment des berlines compactes, la 306 commençant sérieusement à accuser le poids des années. La marque au Lyon finira par lancer la 307 le 26 avril 2001 en Europe. La 307 est en concurrence directe avec les Renault Mégane 2, Volkswagen Golf 5, Ford Focus, Opel Astra H et la Citroën C4. Elle se révèle plus haute que ses rivales, ce qui rend l'accès à bord plus facile pour les grandes personnes. Malheureusement, cela empiète un peu sur l'aérodynamique de la voiture. Le pare-brise a une taille assez imposante, ce qui augmente la visibilité. Deux versions break furent lancées en 2002, le break classique et la version SW qui utilise un toit panoramique et qui dispose de 7 places totalement indépendantes. Ces versions ne doivent pas être confondues. En 2003, une version coupé cabriolet de la 307 est lancée, suite au grand succès de la 206cc. Elle se dénommera 307cc. Une version sédan est lancée en 2004, mais elle n'est pas disponible en France. Le Peugeot 307 fut recyclé en 2005 afin de relancer les vents qui étaient en baisse. Son style visuel se rapproche alors fortement de celui de la berline 407. La version sédan ne bénéficiera du restylage qu'en 2007. La Peugeot 308 succédera à la 307 en octobre 2007. Les versions CC et SW seront arrêtées courant 2008 et la version sédan sera disponible à l'étranger jusque 2014. La dernière 307 berline fut produite le 7 décembre 2007. Elle fut élue voiture européenne de l'année en 2002. Peugeot n'avait pas remporté ce titre depuis 1988 avec la Peugeot 405. Au total, la voiture fut vendue à plus de 3,7 millions d'exemplaires, ce qui en fait une véritable réussite commerciale pour Peugeot. Elle s'est même mieux vendue que la 306 qui avait été produite à environ 2,8 millions d'exemplaires. La 307 est une traction classique dont le moteur est placé en position transversale avant. Elle dispose de suspension pseudo-McPherson à l'avant et d'un essieu semi-rigide à barre de torsion pour le train arrière. Maintenant, voici la liste de motorisations montées sur la 307. On commence avec les essences. Tout d'abord, un moteur TU 1,4 litre de 8 ou 16 soupapes développant 75-90 chevaux. Le milieu de gamme est fourni par un autre TU 1,6 litre 16 soupapes de 110 chevaux et le haut de gamme d'un moteur EW 2 litres 16 soupapes développant 138 ou 177 chevaux. Ensuite, les diesels. Tout d'abord, un moteur DB 1,4 litre HDI 8 soupapes de 70 chevaux est proposé. On a ensuite le 1,6 litre HDI 16 soupapes de code DV6 développant 90 ou 110 chevaux, puis un DW10 2 litres HDI de 8 ou 16 soupapes développant 90 à 136 chevaux. Notons que les versions 1,6 litre HDI 110 chevaux et les 2 litres HDI 110 et 136 chevaux disposent pour la plupart d'un filtre à particules. Pour les premières finitions proposées, nous avions en entrée de gamme la version XR, en milieu de gamme la version XR Présence et pour finir XS Premium et XSI en haut de gamme. Au niveau du comportement routier, la 307 se débrouille très bien, comme à l'habitude de Peugeot dans le domaine. Elle bénéficie d'un châssis très dynamique, elle garde toujours une stabilité et une agilité remarquables. Les suspensions sont très confortables.
Le freinage est très efficace. Pour finir, la direction est très précise. La 307 a une habitabilité très correcte. On regrettera seulement l'espace aux jambes qui est un peu faible à l'arrière. Le volume de coffre est correct sans être exceptionnel et les sièges sont confortables. Elle se situe parmi les voitures les plus logeables de sa catégorie. L'équipement fourni se révèle bien suffisant sur quasiment toutes les versions, avec beaucoup d'éléments de sécurité, notamment l'ABS et 6 airbags de série. Cette voiture s'étant très bien vendue, elle se trouve très facilement sur le marché de l'occasion. On peut y dégoter de bonnes affaires pour un prix tout à fait raisonnable. Elle peut être une alternative aux voitures neuves. Cependant, la fiabilité n'est pas toujours au rendez-vous, surtout sur les premiers millésimes de commercialisation. Pas mal de problèmes ont entaché la carrière de la voiture. Je vais donc vous donner les problèmes auxquels vous devrez veiller. On va commencer par le moteur. La plupart des moteurs diesel HDI ont connu beaucoup de problèmes, surtout jusqu'en 2005. Tout d'abord, les cas de casse de turbocompresseur sont loin d'être isolés. C'est un problème très connu sur le moteur HDI. Si vous entendez des sifflements ou que de la fumée blanche sort de l'échappement, c'est sans doute cette pièce qui est incriminée. Le volant moteur est connu pour se détruire rapidement. Des vibrations et des passages de vitesse difficiles doivent vous alerter. Notez que ce problème est plus fréquent sur les 2 litres HDI. L'embrayage peut également être détruit rapidement si le volant moteur l'est déjà. La vanne EGR s'encrasse rapidement, comme sur la plupart des diesels de l'époque. Le filtre à particules est connu pour se boucher, voire se colmater, surtout si le véhicule a beaucoup circulé en ville. Un décrassage sur autoroute ou un nettoyage peut résoudre le problème, idem pour une régénération forcée de ce FAP. Mais cette solution n'est pas très fiable. De plus, la deuxième peut se révéler coûteuse. En effet, pour beaucoup, il a fallu passer par la case atelier et changer le filtre à particules tout simplement. Ce problème a notamment touché le 2 litres HDI de 136 chevaux. La pompe de pression peut parfois rendre l'âme. Si le moteur perd en puissance, qu'il fume noir, qu'il calme, qu'il consomme plus de carburant ou qu'il émet un bruit anormal, cet élément est probablement défectueux. Vérifiez avant tout que de l'aluminium ne s'est pas infiltré dans le circuit de carburant, car il peut faire dysfonctionner certains éléments du circuit de carburant, notamment les injecteurs. Attention toutefois, si votre pompe génère de l'alimaille, évitez de changer des éléments du circuit de carburant avant de changer la pompe. La limaille étant toujours présente, les éléments seront à nouveau contaminés. Notez que ce problème n'est pas très connu, mais il mérite qu'on y jette un coup d'œil car la facture peut devenir totalement délirante. Et pour finir, la pompe à carburant se révèle plutôt fragile. Au niveau des moteurs essence maintenant, 2 problèmes récurrents sont à signaler. Tout d'abord, les bobines d'allumage qui n'ont pas une grande longévité. Si vous avez des ratés moteurs, une perte de puissance, un volant moteur ou une impossibilité à démarrer le véhicule, cette pièce est probablement défectueuse. Et enfin, les cas de joints de culasse claqués ne sont pas isolés. Si la voiture consomme de l'eau pendant que vous roulez ou qu'une fumée blanche se dégage de l'échappement à chaud, il est fort à parier que la pièce est sur le point de rendre l'âme. Passons aux problèmes électriques et électroniques. D'abord, on a 2 problèmes notables au niveau du tableau de bord. Les jauges de température du liquide de refroidissement et de niveau de carburant peuvent parfois afficher de fausses informations. Enfin, ces 2 jauges peuvent devenir folles, c'est-à-dire pointer hors du cadran. Le fameux Komodo COM 2000 a lui aussi fait parler de lui. Un défaut interne au niveau de l'électronique des clignotants peut rendre aléatoire le fonctionnement des clignotants et des feux de détresse. Cela peut aussi perturber le fonctionnement d'autres composants électroniques. Seule solution, changer la pièce.
Sur les véhicules équipés du système GPS, lorsque le conducteur prend un détour, le système peut avoir beaucoup de mal à calculer un nouvel itinéraire. Jusqu'en avril 2002, le système ESP peut être trop réactif dans les virages. Cela est lié à un défaut de programmation. Enfin, la radio n'a pas une qualité de réception exceptionnelle, surtout jusqu'en 2005. Passons au châssis et au train roulant. Les amortisseurs ne sont pas très robustes. Il est assez fréquent qu'ils doivent être changés vers seulement 100 000 km. Jusque début 2002, les pneus arrière peuvent s'user assez rapidement. Et enfin, les roulements de roues peuvent également s'user de manière anormalement rapide. Et enfin, nous allons terminer avec les finitions et l'extérieur. Les optiques de phare, jusqu'en 2005, peuvent s'opacifier fortement. Cela a pour effet de dégrader l'esthétique de la voiture et en plus de réduire l'efficacité des phares. Enfin, la rainure latérale est plus prononcée sur les ailes avant que sur les autres pièces de la carrosserie avant le restylage de 2005. Avant, j'allais oublier. La 307 a connu un nombre extrêmement élevé de rappels constructeurs. Il y en a eu pas moins de 17. Bon, maintenant nous allons faire le bilan des points positifs et des points négatifs de cette 307. Tout d'abord, les points positifs. On appréciera le confort en général qui est de très bon niveau. Son freinage l'est également, comme l'insonorisation et l'habitabilité. Le rapport qualité-prix est très bon grâce à la forte décote du véhicule. Pour finir, les moteurs diesel sont de vraies réussites. Maintenant, les points négatifs. On regrettera beaucoup la fiabilité médiocre, surtout sur les 3 premiers millésimes, donc jusque 2003. Avant le restylage, le style est assez vieillissant. Les moteurs essence sont assez décevants niveau agrément. Et pour finir, le niveau d'aérodynamique se révèle en dessous de ses concurrentes. Pour les moteurs, il faudra privilégier en diesel le 2 litres HDI de 90 ou 136 chevaux. La version 90 chevaux, malgré les commentaires, se révèle suffisante pour cette 307 qui n'a pas vocation à être une Formule 1. De plus, sa fiabilité est meilleure que le reste de la gamme diesel. Et la version de 136 chevaux sera bien utile pour celui qui veut se faire plaisir au volant de sa 307cc ou qui remplit souvent sa 307 SW. Il faudra cependant compenser avec la fiabilité assez moyenne de ce dernier bloc. Enfin, ces moteurs HDI sont très sobres et ont un couple élevé. Et en essence, il faudra privilégier le 1,6 litre à 16 soupapes de 110 chevaux ou alors le 2 litres 16 soupapes de 180 chevaux. Les moteurs essence, je le disais, manquent de tempérament, contrairement au diesel. Le minimum à prendre est donc le 1,4 litre à 16 soupapes de 90 chevaux, mais je ne le recommande pas vraiment en raison de son couple un poil faible et de sa consommation élevée pour sa puissance. Maintenant, il faudra éviter en diesel le 1,4 litre HDI de 70 chevaux. Déjà que ce moteur était un petit peu limite dans la 206, il est évident qu'il est carrément insuffisant pour cette 307 qui pèse quand même 1,2 tonnes. De plus, sa fiabilité est assez moyenne à cause des joints d'injecteur, de la vanne EGR et du turbo pour la majorité des problèmes. Malgré tout, c'est le diesel qui coûte le moins cher au quotidien et même niveau agrément, il fait un peu mieux que le 1,4 litre de 75 chevaux grâce à son couple supérieur. Et du coup, en essence, il faudra évidemment éviter le 1,4 litre à 8 soupapes de 75 chevaux. Il était également un chouïa faible pour la 206. Son couple est trop faible et sa consommation un peu trop élevée. De plus, celle-ci pourrait être encore plus importante lorsque vous tirerez dessus pour aller chercher le peu de couple et de puissance, car ils sont assez haut perchés sur la cartographie. Et enfin, petit bonus, quel serait mon choix ? Pour moi, ce serait directement le 2 litres HDI de 90 chevaux. Je ne suis pas du genre à toujours chercher la puissance et le couple. Aussi, ce bloc est fiable et ne coûte vraiment pas cher au quotidien. Et pour finir, comme je suis plutôt dieseliste, si on peut appeler ça ainsi,
C'est le meilleur choix pour moi.